Salut les amis. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Ma future ex-belle-mère est venue chez moi pour planter de fausses preuves afin d'aider son fils dans le divorce, mais tout ce qu'elle a réussi à faire, c'est lui coûter très cher. » Mon futur ex-mari, 44 ans, et moi avons été mariés bien trop longtemps, honnêtement. Quand nous nous sommes rencontrés, il semblait être l'homme parfait. Nous avons vécu une longue romance, nous nous sommes fiancés, puis mariés 6 mois plus tard. Les 2 premières années étaient merveilleuses. Nous avons acheté une belle maison en banlieue, voyagé 2 fois en Europe et commencé à parler d'avoir des enfants. Puis les choses ont commencé à sombrer. Il rentrait tard du travail avec des excuses sur des événements professionnels soi-disant incontournables. Son téléphone était toujours face cachée et verrouillé, et il se mettait à provoquer des disputes pour la moindre chose. J'ai essayé de lui parler, mais il retournait toujours la situation en m'accusant d'être paranoïaque. Du gaslighting pur et simple, je le sais maintenant, j'ai appris ce mot. Il y a environ 1 an, j'ai découvert qu'il me trompait non pas avec une, mais avec 3 femmes différentes en même temps. L'une était une collègue, une autre une personne rencontrée à la salle de sport, et la 3e était son ex de la fac, revenu récemment en ville. J'ai trouvé des messages explicites et irrespectueux, et dans certaines conversations il se plaignait même de moi auprès de ces femmes. Il leur disait exactement ce qu'elles voulaient entendre pour leur faire croire qu'elles étaient les seules. Tous à tout en ayant d'autres maîtresses. Donc, d'une certaine manière, il ne me trompait pas seulement moi, il trompait aussi ses filles. Quand je l'ai confronté, il a d'abord tout nié, puis a tenté de minimiser. Que ce n'était que du flirt. Ensuite, il s'est effondré en larmes, suppliant qu'on lui pardonne, promettant une thérapie et un changement. Il pensait que j'étais assez idiote pour me contenter de la thérapie. Je lui ai dit que je voulais divorcer et j'ai déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Je ne voulais rien savoir de lui, ni me battre pour la maison, ni quoi que ce soit. Que les avocats s'occupent de tout, je voulais juste repartir à zéro le plus vite possible. C'est là qu'intervient sa mère, ma belle-mère, une femme de presque 65 ans qui devrait se comporter de manière plus mature. Elle a toujours été intrusive et mettait clairement son fils sur un piédestal. Après mon déménagement, elle m'appelait presque tous les jours, laissant des messages vocaux expliquant que les hommes font des erreurs et que si je ne pouvais pas pardonner, je finirais toujours seul parce que, les hommes sont comme ça. Je me fichais complètement de son opinion sur les hommes. Tous les hommes ne trompent pas comme son fils, et tous n'ont pas des mères comme elle. Je me concentrais sur la reconstruction de ma vie et sur le travail avec mon avocate pour lancer la procédure de divorce. Mon ex a contesté le divorce et s'est battu pour obtenir une plus grande part de nos biens, il gagne environ 20% de plus que moi, mais ne voulait pas payer de pension alimentaire. Eh bien, il aurait dû y penser avant de me tromper. Il estimait aussi qu'il méritait la maison et la majorité de nos investissements communs. Il a même essayé de prétendre que j'avais été émotionnellement abusive, ce qui était faux, et venant de lui, outrageusement hypocrite. Il y a 2 semaines, ma belle-mère s'est présentée sans prévenir à mon appartement un samedi matin. J'étais en pyjama, sans café, totalement prise au dépourvu. Elle est arrivée toute souriante, avec un sac d'une boulangerie du coin, et a demandé si nous pouvions avoir une discussion de femme à femme. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise à ma petite table de cuisine et a commencé ce qui ressemblait à de véritables excuses pour le comportement de son fils. Elle a admis qu'il avait pris de mauvaises décisions, ce qui est un euphémisme, et a dit qu'elle avait honte de lui. Elle m'a assuré qu'elle m'aimait toujours comme une fille et voulait s'assurer que j'allais bien. Le manque de café me rendait somnolente, pas stupide. Puis elle a demandé à utiliser mes toilettes. Elle y est restée anormalement longtemps, mais sur le moment je n'y ai pas prêté attention. Quand elle est revenue, elle a continué son discours apparemment sincère, allant même jusqu'à proposer de servir de médiatrice entre son fils et moi pour parvenir à un accord de divorce équitable. Elle disait vouloir le meilleur pour nous deux. Après environ 1 heure, elle m'a prise dans ses bras, m'a dit au revoir et est partie, espérant que nous pourrions garder une relation même après le divorce. Cet après-midi-là, je suis allé nettoyer la salle de bain, elle y avait touché, et je voulais désinfecter. En plus, toute la situation me semblait étrange. Les flacons de médicaments dans l'armoire avaient été réarrangés. Je suis très maniaque quant à l'organisation de mes médicaments. Je prends des antidépresseurs et des anxiolytiques depuis que j'ai découvert les infidélités de mon mari, et ils n'étaient clairement pas comme je les avais laissés. Quelque chose n'allait pas, alors j'ai vérifié le reste de l'appartement. Dans la poubelle de ma chambre, cachée sous des mouchoirs, j'ai trouvé une mini-bouteille de vodka vide, comme celle servie dans les avions. Je ne bois pas d'alcool du tout à cause d'antécédents familiaux d'alcoolisme. Elle n'était pas venue s'excuser ou prendre de mes nouvelles, elle était venue pour planter des preuves laissant croire que j'étais instable, que je mélangeais médicaments et alcool, afin d'aider le dossier de son fils. J'ai appelé mon avocate immédiatement et lui ai tout expliqué. Elle m'a conseillé de tout documenter, photo de la bouteille, récit écrit précis de ce qui s'était passé pendant la visite, et de vérifier si autre chose avait été déplacée. J'ai reçu un message de mon ex disant qu'il s'inquiétait pour mon bien-être et qu'il avait entendu dire que j'allais mal. Il suggérait que je me concentre sur ma guérison plutôt que sur le divorce. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai transmis à mon avocate. 3 jours plus tard, ma voisine, qui possède une sonnette avec caméra,
m'a dit qu'elle avait vu ma belle-mère prendre des photos de mon immeuble et de ma voiture en partant ce jour-là. Je lui ai demandé si elle pouvait partager la vidéo. On y voit clairement ma belle-mère faire le tour de ma voiture, prendre des photos sous différents angles, puis se placer de l'autre côté de la rue pour photographier mon immeuble. J'ai envoyé cela à mon avocate aussi. Le plus absurde, c'est que mon avocate a découvert que ma belle-mère avait laissé la géolocalisation activée lorsqu'elle a publié sur Facebook plus tard dans la journée. Le post parlait d'un merveilleux petit déjeuner avec une chère amie. Oui, bien sûr, comme si j'avais pris le petit déjeuner avec Lucifer lui-même. Mais le lieu tagué était un magasin d'alcool à 1 kilomètre de mon appartement. Vraisemblablement l'endroit où elle a acheté la mini vodka pour la planter avant de venir chez moi. Tout cela a culminé lorsque mon avocate a présenté ses preuves au tribunal, y compris une attestation de mon thérapeute confirmant que je ne mélange pas l'alcool avec mes médicaments, la vidéo de la sonnette et des captures d'écran de la publication Facebook avec les données de localisation. Le juge n'a pas du tout apprécié cette tentative de manipulation de la procédure. J'en ris et j'éprouve même de la pitié pour ma belle-mère, elle pensait vraiment m'avoir piégé comme ça. Elle croyait qu'en étant gentille avec moi pendant 1 heure, je baisserais ma garde. Non seulement elle n'a rien obtenu pour son fils, mais elle est en réalité mon dossier, selon mon avocate. Et dit, non, je n'ai pas confronté directement ma belle-mère à ce sujet. Mon avocate me l'a déconseillé. Je suis en thérapie pour travailler sur tout cela. Et non, aller en thérapie et prendre des médicaments ne fait pas de moi quelqu'un de folle, cela fait de moi quelqu'un qui affronte ses problèmes au lieu de les laisser la dévorer vivante. Mise à jour 1. 3 jours après mon post initial, mon avocate m'a appelé avec des nouvelles à couper le souffle. Apparemment, ma belle-mère n'en avait pas fini avec ses manigances. Mon avocate avait déposé une requête pour une audience d'urgence en raison des preuves de manipulation et de harcèlement. La veille de l'audience, l'avocat de mon ex a contacté le mien pour demander une discussion privée en vue d'un règlement à l'amiable. Lors de cet échange, ils ont présenté ce qu'ils prétendaient être des preuves inquiétantes concernant mon état mental, des photos de flacons de médicaments clairement prises dans ma salle de bain pendant la visite de ma belle-mère, ainsi que la bouteille de vodka désormais dans ma poubelle, celle qu'elle avait elle-même placée. Et attendez, des déclarations de témoins, entre guillemets, provenant de voisins qui m'auraient vu agir de façon erratique et faire entrer des hommes étranges tard le soir. Ces témoignages étaient totalement inventés. Depuis que j'ai emménagé dans cet appartement, je vis en recluse, concentré sur mon travail et ma guérison. Les seuls visiteurs ont été ma sœur, ma meilleure amie, mon avocate une fois pour récupérer des documents, et bien sûr la belle-mère furtive. Littéralement de la fake news. Mon avocate a vu cela comme une tentative d'intimidation destinée à me forcer à accepter un accord moins favorable et leur a répondu que nous maintenions l'audience. Autrement dit, allez vous faire voir. Et c'est là que ça devient encore plus étrange. Le jour de l'audience, j'arrive au tribunal et je vois mon ex en train de sourire en coin, avec sa mère à ses côtés, habillée de ce que je ne peux décrire que comme son costume d'Halloween de « bonne belle-mère », robe conservatrice, collier de perles, tout le tralala. Clairement en train d'essayer de paraître comme une gentille belle-mère qui ne veut que le bien de tout le monde. Pendant l'audience, mon avocate a présenté toutes les preuves de sa tentative de mise en scène, la vidéo de la sonnette, la publication Facebook avec la localisation du magasin d'alcool, l'attestation de mon thérapeute confirmant que je ne bois pas d'alcool en raison de mes antécédents familiaux et de mon traitement médical. Nous avons aussi présenté les messages de mon ex essayant d'utiliser ces fausses preuves pour me faire pression afin que j'abandonne certaines demandes. Et puis le clou du spectacle, mon avocate avait assigné les enregistrements des caméras de sécurité du hall et des couloirs de mon immeuble. La vidéo montre clairement ma belle-mère entrant avec un sac volumineux et ressortant avec un sac nettement plus léger. Le plus accablant, une image du hall où elle s'arrête avant d'entrer, sort ce qui ressemble à des mini-bouteilles d'alcool de son sac, vérifie que personne ne la regarde, puis les range avant de frapper à ma porte. Le juge était furieux, contre l'avocat de mon ex, contre elle, contre mon ex, contre tout le monde. L'avocat de mon ex s'est emmêlé les pinceaux en essayant de retirer leurs preuves. Le juge n'a rien laissé passer. Il a émis un avertissement sévère concernant la falsification de preuves et l'entrave à la justice. Il a également accordé une ordonnance restrictive temporaire contre ma belle-mère, lui interdisant de s'approcher à moins de 150 mètres de mon domicile. Après l'audience, alors que je me dirigeais vers ma voiture, je l'ai entendu sur le parking en train de passer un savon monumental à mon ex. J'ai fait ce que tu m'as demandé, et maintenant j'ai l'air d'une criminelle, tu m'avais dit que ça marcherait. Mon ex essayait de la faire taire, jetant des regards nerveux autour de lui. Je me suis caché derrière un pilier et j'ai enregistré une partie de leur conversation sur mon téléphone avant de partir. J'ai envoyé l'enregistrement directement à mon avocate en rentrant chez moi. Le lendemain, email de l'avocat de mon ex, ils étaient désormais ouverts à un partage des biens plus équitable et prêts à accélérer la procédure de divorce. En clair, ils savaient qu'ils étaient fichus et cherchaient à limiter les dégâts. Mais ce n'est pas tout. Hier, ma sœur m'a appelé, ma belle-mère a commencé à poster à mon sujet sur Facebook. Elle n'a pas utilisé mon nom, sans doute pour éviter les ennuis, même si l'ordonnance ne s'applique pas à ça. Elle affirme que j'ai manipulé la situation et que je l'ai piégée pour gagner le divorce. Dans sa version tordue, elle serait venue innocemment m'offrir son soutien,
et j'aurais monté toute une machination pour la faire passer pour une coupable devant le tribunal. Elle se décrit comme une belle-mère aimante essayant simplement d'aider les deux parties à parvenir à une résolution à l'amiable. Oui, aussi aimante qu'un tigre affamé. Des amis communs m'ont envoyé des messages après avoir vu ces publications, confus sur ce qui s'était réellement passé. J'ai pris soin de ne pas entrer dans le drama des réseaux sociaux, je leur ai simplement dit que les documents judiciaires parlent d'eux-mêmes et que je me concentre sur l'avenir. Malheureusement, être en pleine procédure judiciaire signifie que je ne peux pas exposer ma version publiquement. Et je ne devrais pas. De toute façon, on n'empêche pas son ennemi de se saborder tout seul. Côté positif, ce fiasco a considérablement renforcé ma position dans le divorce. Mon avocate pousse désormais pour que je conserve la maison à 100%, une plus grande part des comptes d'investissement, et même que mon ex prenne en charge l'intégralité de mes frais juridiques en raison de son comportement et de celui de sa mère. Je n'obtiendrai pas tout, mais l'accord final sera probablement bien meilleur que ce que j'espérais au départ. J'ai aussi commencé à chercher un nouvel appartement dans un autre quartier, avec une meilleure sécurité. Malgré l'ordonnance restrictive, je ne lui fais pas confiance pour rester à distance, je veux repartir de zéro, quelque part où elle ne connaîtra pas l'adresse. Aucune idée de comment cette sorcière a obtenu la mienne. Sans doute un peu de magie noire en train de faire bouillir des adresses dans un chaudron. Mon thérapeute a été formidable, lui seul sait à quel point j'en avais besoin. Tromper son conjoint est une chose, essayer de manipuler le système judiciaire pour éviter les conséquences, c'est un niveau de trahison encore supérieur. Je mettrai à jour avec d'autres nouvelles, mais je suis prudemment optimiste, le pire semble derrière moi. Eddie pour répondre aux questions fréquentes. Oui, mon avocate examine si les actes de ma belle-mère relèvent du pénal, falsification de preuves, parjure, etc. Non, je n'ai pas bloqué mon ex ni ma belle-mère sur les réseaux sociaux, mon avocate m'a conseillé de surveiller les publications publiques pour recueillir d'éventuelles preuves supplémentaires. Oui, je documente absolument tout, toutes les communications et tous les messages sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes ont suggéré une action en diffamation. J'examine toutes les options juridiques avec mon avocate, mais ma priorité reste le divorce. Le temps d'un procès viendra plus tard, et il faudra un dossier béton pour éviter des frais juridiques inutiles. Mise à jour 2. Encore quelques jours complètement fous, d'où le fait que j'écrive ici. D'abord, une bonne nouvelle. J'ai rencontré mon avocate, mon ex et son avocat pour négocier l'accord. Après l'audience désastreuse et les preuves évidentes de manipulation, ils sont arrivés prêts à faire des concessions. Il ne peut clairement pas être content de sa mère, elle ne fait que l'enfoncer davantage. Nous sommes parvenus à un accord provisoire bien meilleur que les offres initiales. Je garde la maison, principalement à cause de tout le travail de rénovation que j'y ai fait, 60% des comptes d'investissement au lieu du partage initial 50-50e, et mon ex prend en charge l'intégralité des frais juridiques, qui ont explosé à cause de leur manigance. Son avocat nous a pratiquement supplié de ne pas engager de poursuite pénale contre ma belle-mère pour falsification de preuves, mon avocate s'en sert comme levier pour s'assurer que mon ex respecte les termes de l'accord. Donc non, je ne poursuivrai pas légalement les actes passés de ma belle-mère si mon ex se conforme à l'accord. Maintenant, la partie la plus délicate, ma belle-mère a réussi à escalader la situation malgré l'ordonnance restrictive. Elle ne m'a pas approché directement, mais elle s'est lancée dans une frénésie de publications sur les réseaux sociaux. Elle a modifié son récit tordu, selon elle, je l'aurais invitée, j'aurais délibérément laissé des flacons de médicaments et de l'alcool à la vue pour qu'elle les découvre, et j'aurais d'une manière ou d'une autre su qu'elle irait tout rapporter à son fils. Elle prétend que je l'ai piégée. Quoi encore? Je travaille pour le Kremlin sur un sérum de vérité, j'ai hâte de savoir. Le plus fou, certaines personnes adhèrent réellement à cette version délirante. La famille de mon ex, sans surprise, la soutient. J'aimerais dire que ça s'arrête là. Mais non. Il y a 3 jours, j'ai reçu une lettre recommandée d'un avocat représentant ma belle-mère, exigeant que je cesse de diffamer son honneur, que j'arrête toute fausse déclaration à son sujet sur les réseaux sociaux et que je me rétracte auprès de connaissances communes. L'ironie est épaisse, c'est elle qui n'arrête pas de déblatérer alors que moi, j'ai à peine dit quoi que ce soit. Comme elle a diffusé sa version fabriquée à tous ceux qui voulaient l'entendre, mon avocate a répondu par une lettre cinglante détaillant toutes nos preuves et avertissant que toute nouvelle action de sa part entraînerait une contre-attaque pour diffamation, avec des preuves solides à l'appui. Je n'ai plus entendu parler de son avocat depuis. Autre tournant étrange, mon ex m'a appelé directement hier, contre l'avis de son avocat. Il avait l'air abattu, étonnamment plein de remords. Il a admis que tout le stratagème de mise en scène était son idée, pas celle de sa mère, même si elle y a participé avec enthousiasme. Il a dit qu'il était désespéré et paniqué à l'idée de l'impact financier du divorce, et que sa mère l'avait convaincu que je voulais le ruiner. Il a juré qu'il réalisait maintenant à quel point tout cela était mal et qu'il voulait s'excuser. Quand il a fini, je lui ai simplement dit que toute communication future passerait par les avocats, puis j'ai raccroché. J'ai appelé mon avocate immédiatement pour lui signaler l'appel. Le pire pour mon ex et ma belle-mère, le règlement de divorce inclut une clause de non-poursuite pour le passé, pas pour l'avenir. Ma belle-mère n'a donc aucun passe-droit pour continuer à harceler, je répète, aucun. Elle est libre de continuer à se ridiculiser,
mais je suis tout aussi libre de la poursuivre malgré l'accord. Je mettrai à jour une fois tout finalisé ou s'il y a un développement majeur avant. Mise à jour 3. Presque 2 semaines se sont écoulées depuis la dernière mise à jour, et j'ai hésité à poster, je voulais que tout soit réellement réglé. Je suis heureuse de dire que je vois enfin la lumière au bout d'un long tunnel sombre. D'abord, le règlement de divorce a été officiellement approuvé par le juge. C'est fait. Après tout ce drame, ces mensonges, ces manipulations et cette angoisse, je suis légalement divorcé. Quand mon avocate m'a appelé, j'ai éclaté en sanglots. Pas de tristesse, juste un soulagement immense. Un poids indescriptible s'est envolé. Les termes finaux sont même meilleurs que ceux de l'accord provisoire, la maison, 65% des investissements au lieu des 60% convenus, et mon ex couvre tous les frais juridiques. Il a fallu tenir compte des nouveaux débordements de ma belle-mère. Maintenant, la saga de la belle-mère. Vous vous souvenez de sa lettre de mise en demeure via son avocat? Elle s'est récemment présentée sur mon lieu de travail pour une visite franchement hostile. Elle a été escortée hors des lieux, non sans avoir fait une scène dans le hall en hurlant que j'étais une sorcière manipulatrice qui avait tout pris à son fils. L'incident a été filmé par les caméras du bâtiment, et des collègues ont été témoins de sa crise. J'ai immédiatement appelé mon avocate et la police pour signaler la violation de l'ordonnance restrictive. Elle a été arrêtée pour violation de l'ordonnance et trouble à l'ordre public. Elle a passé la nuit en cellule, puis a été libérée sous caution avec des conditions strictes, dont un bracelet électronique garantissant qu'elle reste à au moins 300 mètres de moi. Le juge a doublé la distance initiale. Mon ex m'a appelé en panique après son arrestation, me suppliant d'abandonner les poursuites, disant qu'elle n'allait pas bien mentalement et qu'elle avait besoin d'aide, pas de punition. Je lui ai répondu que leur problème n'était pas à moi de les régler. Je lui ai suggéré de chercher de l'aide si nécessaire, mais sans m'impliquer. Encore une fois. Le développement le plus inattendu est survenu 3 jours après l'arrestation. Mon ex-belle-sœur, la sœur cadette de mon ex, m'a envoyé un email. Nous nous sommes toujours bien entendus pendant le mariage, et je pensais qu'elle se rangerait du côté de sa famille après le divorce. Au lieu de cela, son message était rempli d'excuses et de soutien, sincères, contrairement à ceux de sa mère. Mon ex est l'enfant chéri, et elle a toujours été un peu mise de côté par leur mère. Elle a déménagé à l'autre bout du pays après l'université, en partie pour prendre ses distances avec elle. Elle a aussi révélé que, depuis l'arrestation de leur mère, la famille élargie partage des histoires de violation de limites et de comportements manipulateurs sur plusieurs années. L'arrestation a été le point de rupture, elle a fissuré un long schéma d'acceptation et de dissimulation. Certains proches exigent désormais qu'elle suive une aide professionnelle comme condition pour continuer à la voir, eux et leurs enfants. De mon côté, j'ai déménagé dans un nouvel appartement le week-end dernier, je ne reste pas dans cette maison. L'immeuble est sécurisé, concierge 24 juillet, accès par badge à toutes les parties communes, et aucun lien avec mes anciennes adresses. J'ai partagé la nouvelle adresse uniquement avec un cercle de confiance, personne liée à mon ex ou à sa famille. Je reconstruis aussi ma vie sociale. Pendant le mariage, j'avais peu à peu perdu des amis proches, la vie, les circonstances, mais aussi les critiques subtiles de mon ex qui rendaient les rencontres difficiles. J'ai repris contact avec 2 amis d'université qui vivent à proximité. Nous avons instauré des dîners hebdomadaires, le meilleur moment de ma semaine. Financièrement, je m'en sors bien mieux que prévu après le divorce. La maison a pris beaucoup de valeur depuis l'achat, je conserve la majorité des investissements, et je n'ai aucun frais juridique à payer, l'avenir est solide. Je prévois de vendre la maison et de développer mes investissements. Rien ne sera lié au passé avec mon ex. Concernant mon ex, d'après des connaissances communes, il a temporairement emménagé chez sa mère pour la surveiller après son arrestation. S'il l'avait fait plus tôt, le divorce aurait peut-être été moins désastreux. Leur relation est toxique et malsaine. Elle se présente sans prévenir sur son lieu de travail avec des déjeuners et des visites, ce qui l'embarrasse. J'avais envisagé de faire une petite publication sur les réseaux sociaux avec « Mon point de vue belle-mère ». Mais comme on dit, une arrestation vaut 1000 mots. Elle a fait un bien meilleur travail que moi pour raconter ma version. J'espère que ce chapitre est enfin clos, le prochain sera bien plus harmonieux. Dommage que les applis de rencontre n'aient pas de filtre, belle-mère, ce serait utile. Peut-être que ça existe, je n'en ai jamais utilisé, donc je ne sais pas. Je ne pense pas encore à sortir avec quelqu'un, mais l'idée m'a traversé l'esprit, simple curiosité. Pour les survivants du syndrome de stress post-traumatique lié aux belles-mères, ce serait de l'or. Eddie, plusieurs m'ont demandé si j'envisageais d'écrire un livre sur tout ça, honnêtement, oui. Titre, ma belle-mère a ruiné les chances de divorce de son fils. Imaginez la tournée promotionnelle, la lecture en librairie. J'ai déjà le passage clé, la belle-mère au sourire de Grinch venue faire la paix, chez moi. Je ne plaisante pas, j'y pense sérieusement. C'est mon meilleur texte sur elle. Le pire, je pensais que les narcissiques manipulateurs et égoïstes comme mon ex-belle-mère étaient rares, mais il y en a manifestement beaucoup. Certains m'insultent parce que j'ai obtenu plus de 50% au divorce, injuste, ou illégal. J'ai déjà suffisamment expliqué, mais autant répéter. Le pire pour eux, sans doute des lésions cérébrales. J'ai obtenu plus à cause d'une belle-mère incontrôlable. Au lieu de poursuivre sa pauvre maman, mon ex a accepté les termes.
Ce n'est pas ma faute s'il est un fils à maman. En plus, il était impliqué dans le complot, si elle est tombée, lui aussi. J'imagine que pour certains, c'est normal, d'où le sentiment d'injustice. Même son avocat préférait un accord. Mise à jour 4. La manipulation de mon ex-belle-mère ne me surprend plus, mais sa dernière trouvaille, Martha planta, elle adore planter des preuves, m'a laissé sans voix. Pas dirigée contre moi, heureusement. Mise à jour de la mise à jour, j'avais promis un gros scoop sur ce qui s'est passé et ce que j'ai appris, voici donc tous les détails. Liquor Store Linda fonctionnerait aussi, mais je reste sur Martha. Dernier chapitre, mon ex vivait avec elle et elle n'a pas cessé de le harceler, même sur son lieu de travail. Mon ex pensait qu'elle avait besoin d'une aide professionnelle, euphémisme du siècle. L'aide pour Martha n'a pas encore été inventée. Martha apportait constamment de la nourriture ou trouvait n'importe quel prétexte pour passer en pleine journée. Des cookies faits maison, des plats cuisinés, toujours une excuse pour interrompre. Il a dû lui dire plusieurs fois d'arrêter les visites au travail, mais le point de rupture est arrivé quand il a craqué et lui a crié dessus devant tout le monde d'arrêter d'apporter des choses. Voici le dialogue tel que je l'ai entendu, j'espère ne rien oublier. Ex, tu peux arrêter d'apporter de la nourriture? Tu vois bien que je travaille? Tu me fais passer pour un idiot. Martha, mon petit est grognon, tu ne manges pas assez. Elle lui pince les joues et lui dit de manger ce qu'elle a apporté. Ex, je ne suis pas grognon, je suis occupé, tu continues à venir alors que je t'ai demandé d'arrêter. Martha, qu'est-ce qui ne va pas? Les hémorroïdes sont revenus? Apparemment à cause de la nourriture épicée, maman cuisine toujours sans sel pour qu'elle ne revienne pas. Ex, laisse-moi tranquille, je ne veux pas manger, j'ai déjeuné avec un collègue. Martha, une nouvelle relation amoureuse. Je veux la rencontrer. Ex, non, une collègue, déjeuner de travail. Martha, je suis ouverte d'esprit maintenant, surtout après ce qui s'est passé avec tu sais qui. Je suppose que c'est moi. Ex, je n'aime pas les hommes, c'était juste un déjeuner, c'est tout. Martha, tu seras toujours mon petit chéri, tu peux tout me dire. Si tu sors du placard, je t'aimerai pareil. Honnêtement, même moi j'aimerais cette version de Martha, alors qu'il y a 2 minutes, elle me rendait responsable d'avoir un fils gay. Au moins, pas homophobe. Ex, il n'y a rien à dire, discussion pro, boulot. Martha, c'est bien de rencontrer sa moitié au travail, ça donne quelque chose à partager au début, jusqu'à mieux se connaître. Ex, sort. Martha, d'accord, mais si tu l'amènes dîner un jour, préviens-moi pour que je prépare le repas. Martha, en regardant intensément le bureau où la conversation avait lieu, j'espère que ce n'est pas le type là-bas, je n'aime pas ce genre de personne chez moi. Fin de la bonne Martha, elle parlait d'un homme noir. Au moins, on connaît sa limite. Les gays, ça va, les personnes de couleur, non. Après ça, il a fait appel à la sécurité pour l'interdire d'entrer, on lui a dit qu'elle était persona non grata. Le lendemain, Martha revient avec de la nourriture. Probablement sans épices cette fois, vu que tout le bureau connaissait désormais son état médical. On ne la laisse pas entrer, elle exige l'accès, elle prévoit d'attendre à l'intérieur, espérant que ça ne prendra pas longtemps parce que la nourriture refroidit. On lui dit non. Elle accepte, mais demande à laisser la nourriture pour eux. Elle part. Ils vivaient encore ensemble à ce moment-là, je pense que c'est toujours le cas, j'aurais aimé être une petite souris pour la discussion à la maison. Jour 3, deuxième refus d'entrée. Elle apporte des spaghettis boulettes fumants, rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. Est-ce mal de laisser une ex-belle-mère harceler quelqu'un si elle apporte de la nourriture? Risque d'empoisonnement. On ne la laisse toujours pas entrer. Frustrée, elle jette la nourriture en hurlant qu'elle est sa mère et qu'elle parlera à son fils quand elle veut. Elle se dirige vers le secteur de son fils et crie. Martha, je suis sa mère, si je veux te voir, tu lâches ton travail quelques minutes. J'ai passé des heures à faire les courses et à cuisiner ton plat préféré. Tu peux au moins t'asseoir, manger et me dire merci. Ex, je suis occupé, je te l'ai dit. Le patron de mon ex s'approche, belle-mère hystérique qui crie, employés éclaboussés de spaghettis. Ex, désolé, ma mère fait une crise. Patron, ce n'est pas la première fois, je pensais que tu avais réglé ça. Martha, pourquoi cette sale astérisque parle comme ça? Pourquoi à moi? Je t'ai dit que je n'aimais pas son genre, tu as écouté? On est déjà passé par là avec Hope, choisis mieux. J'exige que tu mettes fin à ce qu'il y a entre vous deux, je ne partirai pas tant que je ne serai pas sûr. Le patron est noir. Le patron retourne dans son bureau et appelle la police. Elle est escortée dehors pour agression aux pattes chaudes et intrusion non autorisée. Les jours suivants, plus de visites de Martha, peut-être retenue à la maison, plus calme. Mais après plusieurs entretiens à huis clos dans le bureau du patron, mon ex démissionne. Guillemets, parce que selon les rumeurs, c'était soit la démission, soit des poursuites formelles. Je pense qu'ils vivent toujours ensemble, maintenant sans emploi. Info venant du bureau, ce qu'ils ont entendu. Oui, je pense qu'elle est complètement folle. Edien, le patron n'est pas une personne de couleur. Ça aurait complété le bingo de la N-version ex-belle-mère. Eddie 2, mon ex a fait interner Martha pour qu'elle reçoive de l'aide. J'ai perdu une belle-mère folle et harceleuse, elle aurait au moins pu continuer à apporter de la nourriture gratuite au travail.
Eddie 3, aucune idée de l'évolution des hémorroïdes, je n'en ai jamais eu pendant le mariage. Mais j'ai lu que le stress pouvait en provoquer.